À 94 ans, Hal Linden rompt le silence. La vérité inédite derrière Barney Miller. Il a survécu à la série qui a détruit des mariages, écrasé des rêves et discrètement effacé plus d'une étoile montante. Aujourd'hui, à 94 ans, Hal Linden dit enfin la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de Barney Miller. La sitcom bien-aimée qui est devenue un cauchemar pour certaines de ses vedettes. Avec des journées de tournage de 20 heures, des réécritures de scénarios de dernière minute et des tensions explosives sur le plateau, Barney Miller n'était pas seulement une série à succès. C'était une cocotte minute. Et au centre de tout cela se trouvait Hal Linden, le capitaine Miller calme et posé à l'écran. Alors qu'en coulisses, il endurait plus qu'il ne le laissait entendre. Pendant plus de 40 ans, il s'est tu. Mais aujourd'hui, le capitaine de police préféré des téléspectateurs est prêt à parler du rôle qu'il a refusé et qui aurait pu le rendre plus riche que tous ses gains combinés dans Barney Miller, et des conséquences que la série a eues sur lui, tant sur le plan personnel que professionnel. Né Harold Lipschitz le 20 mars 1931 dans le Bronx, à New York, Hal est le plus jeune enfant d'une famille d'immigrants juifs. Son père, Charles, est arrivé de Lituanie en 1910 et a ouvert une modeste imprimerie pour subvenir aux besoins de la famille. Ayant grandi pendant la Grande Dépression, Harold a connu les difficultés dès son plus jeune âge. Mais dans le chaos d'un quartier ouvrier, une constante demeure, son amour pour la musique. Cette passion l'a conduit à la prestigieuse High School of Music and Art de Manhattan, où il est tombé amoureux de la clarinette et a fait preuve d'un tel talent qu'il a commencé à se produire avec des orchestres symphoniques avant même d'être sorti de l'adolescence. Mais le chemin du clarinettiste à l'icône de la télévision n'a pas été de tout repos. Aujourd'hui, Hal Linden lève le voile sur les sacrifices, les drames et les vérités sombres qui ont façonné une carrière que peu de gens comprennent vraiment. Plus tard, il s'est mis à jouer du saxophone et s'est fait connaître pour ses talents musicaux. Après le lycée, il s'est inscrit au Queens College pour étudier la musique. Mais il a rapidement changé pour le City College of New York afin d'étudier les affaires. Il s'est dit que le fait de savoir comment fonctionne le monde du spectacle pourrait l'aider à long terme. Parallèlement, il joue dans des orchestres de danse dans toute la ville pour gagner de l'argent et acquérir de l'expérience sur scène. Tout a changé un jour, lors d'un trajet en bus au début des années 1950. Harold se rendait de Philadelphie à New York lorsqu'il a vu un panneau portant l'inscription Linden sur un château d'eau du New Jersey. Il avait déjà songé à changer de nom, estimant que Harold Lipschitz ne correspondait pas tout à fait au monde du spectacle. Ce trajet en bus lui a donné la réponse. Il aimait la sonorité de Linden, simple et douce. Il a gardé Hal comme version courte de son prénom. À partir de ce moment, il est devenu Hal Linden. Il est amusant de constater que son ancien nom et son nouveau nom proviennent tous deux de mots signifiant « tilleul » dans différentes langues, ce qui lui permet de garder un lien discret avec ses racines. Ce changement s'est produit à un moment surprenant, en 1952, lorsque Hal a été incorporé dans l'armée américaine et envoyé à Fort Belvoir en Virginie. Même en uniforme, il reste proche de la musique en jouant dans l'orchestre de l'armée. Mais le véritable tournant s'est produit grâce à un camarade de combat qui leur a suggéré d'aller voir un spectacle dans la ville voisine de Washington. Ils ont assisté à une production itinérante de Guys and Dolls et Hal a eu un déclic. Assis dans le public, regardant les acteurs donner vie à l'histoire, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La scène, l'énergie, la narration, tout cela lui parlait puissamment. À la fin du spectacle, Hal savait qu'il voulait devenir acteur. Pendant 10 longues années, Hal Linden a été le secret le mieux gardé de Broadway. De 1956 à 1966, il a travaillé derrière le rideau, toujours prêt à entrer en scène, mais jamais en vedette. Il remplaçait les grands acteurs hollywoodiens, apprenant des dizaines de rôles principaux et se précipitant d'un théâtre à l'autre comme un homme avec un secret. Parfois, il avait 3 spectacles à couvrir en même temps.
Il portait les scripts dans ses bras et les blagues dans sa poche arrière. Sa famille en riait à la maison. Papa ramène encore la doublure de bacon à la maison. Il vivait dans un petit appartement de l'Upper West Side où le réfrigérateur n'était pas toujours plein. Mais le rêve ne s'est jamais éteint. Tout a changé un soir de 1958, lorsque Sidney Chaplin a quitté la comédie musicale Bells Are Ringing après s'être disputé avec sa partenaire Judy Holliday. Hal se préparait tranquillement en arrière-plan. Il attendait. Maintenant, avec seulement une journée pour se préparer, c'est que son tour. Il monte sur scène et donne le spectacle de sa vie. Le lendemain matin, son visage était dans le New York Times. La ville connaît enfin son nom. Cela l'a amené à travailler davantage, notamment dans Anything Goes en 1962, où il a joué avec la jeune Barbara Streisand, qui commençait à peine son ascension vers la célébrité. Mais Broadway n'est pas toujours tendre, même avec ceux qui ont connu le succès. Au milieu des années 1960, les rôles commencent à se raréfier. Linden prend tout ce qu'il peut trouver. Il rejoint le monde étrange des comédies musicales industrielles. De grands spectacles tapent à l'œil conçus uniquement pour les événements de l'entreprise. Pas de critiques, pas de célébrités, pas de lumières à Broadway. Dans un spectacle intitulé Diesel Dazzle, il jouait un carburateur dansant. Oui, vraiment. Il a également doublé des voix pour des films étrangers et chanté des jingles pour des publicités. Si vous avez déjà fredonné Mem Good pour Campbell's Soup, c'était peut-être Hal Linden, puis 1971. Après des années de lutte, Linden a obtenu le rôle du maire Rothschild dans une nouvelle comédie musicale sur la célèbre famille de banquiers. La production a connu des problèmes. Les metteurs en scène démissionnent. Les scénarios ont été réécrits, mais Linden maintient le cap. Lorsque le spectacle commence enfin, la foule se lève. Il a reçu une ovation de 10 minutes. Puis vint le Tony Award du meilleur acteur dans une comédie musicale. A Quarantons, après 2 décennies passées dans l'ombre, Hal Linden avait enfin réussi. Il est monté sur scène, trophée en main, et a déclaré en plaisantant qu'il ne m'avait fallu que 20 ans pour devenir une sensation du jour au lendemain. Mais le rebondissement le plus surprenant est peut-être survenu après tout cela. En 1972, un producteur de télévision nommé Danny Arnold est venu voir les Rothschild. Il a été époustouflé par la performance de Linden, mais il n'a rien dit, pas de mots, pas de poignée de main, pas d'indice. Puis, en 1974, alors que la chaîne ABC préparait une nouvelle sitcom sur un commissariat de police, Arnold a dit à la chaîne « J'ai trouvé notre Barney Miller ». C'est ainsi que Linden a obtenu le rôle. Pas d'audition. Aucune idée qu'il était en lice. Dans le rôle du capitaine Barney Miller, Hal Linden incarnait un homme qui essayait de rester sain d'esprit dans un monde qui n'avait aucun sens. The Dew's Tip Precinct was full of bizarre characters and weirder cases. But Barney never lost control. Il ne criait pas et ne tapait pas du poing sur les bureaux. Il utilisait l'humour, sick, discret et tranchant comme une lame de rasoir pour traverser le chaos. Il y avait quelque chose d'apaisant en lui, quelque chose de sage. Linden a dit un jour qu'il voyait Barney comme une sorte de figure talmudique, un juge réfléchi au milieu de la tempête. Cette force tranquille a touché un point sensible, en particulier chez les vrais flics. Des années après la fin de la série, les policiers reconnaissent toujours Linden comme le capitaine. Certains ont même déclaré que la série était la représentation la plus fidèle de leur métier jamais montrée à la télévision. C'est exactement ce qu'a dit Dennis Farina, qui était policier avant de devenir acteur. Les personnages étaient crédibles. Les problèmes semblaient réels et l'écriture avait une profondeur que la plupart des sitcoms n'essayaient même pas d'atteindre. Mais il n'a pas été facile de faire passer cette qualité à l'écran. La série était un cauchemar en coulisses. La plupart des sitcoms sont tournés en une seule soirée devant un public. Mais pas Barney Miller. Danny Arnold était un perfectionniste et cela signifiait 2 jours de tournage brutaux, le second s'étirant bien au-delà de minuit. Les acteurs commençaient parfois le matin et finissaient le lendemain au lever du soleil. De nouvelles pages de scénario étaient distribuées quelques minutes avant le tournage. Parfois,
Ils n'avaient même pas de fin lorsqu'ils commençaient à tourner. C'était épuisant, mais ça marchait. Arnold avait une règle. Les personnages ne devaient jamais se briser pour servir une blague. Ils devaient ressembler à de vraies personnes. Lyndon a respecté cela, même si cela signifiait des réécritures sans fin et des nuits blanches. Le résultat a été un spectacle qui s'est démarqué de la foule. Pas seulement drôle, mais aussi intelligent, réfléchi et plein de cœur. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ce chaos, Hal Linden a trouvé le temps d'animer Animals. 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 Une émission éducative pour enfants diffusée le dimanche matin. Il y présentait des monologues sur des créatures petites et grandes, mêlant la science à des histoires tirées de l'art et de la mythologie. Ce n'était pas que du vent. Il traitait les enfants comme s'ils étaient incapables de comprendre des idées complexes. Il a même plaisanté plus tard sur toutes les blessures qu'il a subies en travaillant avec des animaux. Griffiths, Mortis, Uranus. Mais il s'est accroché parce qu'il pensait que les enfants méritaient une meilleure télévision. Il a également animé une autre série, FYI, pour laquelle il a remporté 2 Emmy. Il jonglait entre la célébrité aux heures de grande écoute et le travail dans l'enseignement, avec un emploi du temps qui aurait fait s'effondrer la plupart des gens. Malgré son succès et le respect de ses pairs, une chose restait toujours hors de portée. Lemmy. Linden a été nommé 7 années de suite pour Barney Miller. 7 fois, il a assisté à la cérémonie. 7 fois, il est reparti les mains vides. C'est devenu l'un de ces étranges petits faits hollywoodiens. Cet homme, qui a contribué à la création de l'une des sitcoms les plus appréciées et les plus respectées par la critique, n'a jamais remporté le prix qui lui semblait acquis. Ce n'est ni par manque de talent, ni par manque de reconnaissance. C'est juste le destin. Lorsque Barney Miller est apparu sur les écrans de télévision en janvier 1975, il ne ressemblait à aucune autre série policière. Elle ne s'ouvrait pas sur des poursuites en voiture et ne se terminait pas par des fusillades. Au lieu de cela, l'essentiel de l'action se déroulait dans une seule pièce. Une salle de police délabrée à l'intérieur d'un commissariat de New York. Les inspecteurs étaient assis à leur bureau, remplissaient des rapports, discutaient, plaisantaient et, parfois, attendaient simplement que quelque chose se passe. Et c'est ce qui donne une impression de réalité. Les policiers de tout le pays se sont intéressés à la série parce qu'elle montrait le travail tel qu'il était réellement. De longues heures de paperasse, des gens étranges qui franchissent la porte, et un mélange quotidien d'ennui, de chaos et d'absurdité. La série était si fidèle à la réalité que de vrais officiers appelaient Hal Linden capitaine des années après la fin de la série. Au lieu de se concentrer sur l'action, la série se concentrait sur les gens, et c'est ce qui la rendait unique. Mais ce n'est pas seulement le format qui rendait Barney Miller différent. C'était aussi les personnes qui remplissaient la salle de police. Il y avait l'inspecteur Harris, un intellectuel afro-américain qui rêvait de devenir écrivain. Il y avait Wojo, un ex-marine américain d'origine polonaise au grand cœur mais souvent désemparé. Yamana, un Américain d'origine japonaise qui aimait son terrible café et lançait des blagues sèches avec un timing parfait. Ed Chano, un officier portoricain fougueux qui portait son cœur sur sa manche. Chacun d'entre eux était pleinement formé, intelligent, imparfait, drôle et réel. Ce type de diversité n'était pas courant à la télévision à l'époque. La plupart des séries avaient encore une distribution essentiellement blanche et les personnages issus de minorités étaient généralement plats ou basés sur des stéréotypes. Mais Barney Miller n'a pas suivi cette voie. Il a donné à chaque personne une voix et une personnalité honnête. Cela a permis à la série de se sentir non seulement moderne, mais nécessaire. Et puis, il s'est passé quelque chose d'encore plus audacieux. Au cours de la première saison, la série a diffusé un épisode intitulé « The Courtesans », les courtisanes. Il traitait de la prostitution et se terminait par une réplique qui a fait bondir les spectateurs. Après avoir interrogé 2 prostituées de luxe, Wojo s'est tourné vers le capitaine et lui a demandé « Pouvez-vous me prêter 50 $ jusqu'au jour de la paye ?» Le message était clair. Un flic pouvait envisager de payer pour du sexe. Et ce genre d'implication n'avait jamais été montré dans une sitcom de la chaîne. La chaîne a classé l'épisode dans la catégorie X.
Cela n'est presque jamais arrivé. Mais au lieu de nuire à l'émission, la controverse l'a rendue plus forte. Les téléspectateurs ont suivi l'émission. Les codes d'écoute ont augmenté. ABC, qui était en difficulté dans ce créneau horaire depuis des années, a soudain connu un succès. Ce seul épisode a contribué à assurer l'avenir de la série. Elle a également prouvé que le public était prêt à entendre des histoires qui repoussent les limites. L'émission ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à aborder des sujets difficiles, mais toujours avec humour et cœur. Elle mettait en scène un personnage homosexuel récurrent, chose quasiment inédite dans les années 1970, et montrait comment Wojo luttait contre son propre malaise. Non pas avec de la haine, mais avec de la confusion. Dans une scène, il demande à un homosexuel pourquoi il ne fait pas plus d'efforts pour être hétérosexuel. La réponse de l'homme a été calme, honnête et révélatrice, et l'émission l'a laissé s'exprimer. On dit que la pression peut soit vous écraser, soit vous rapprocher. Sur le plateau de Barney Miller, il y avait un peu des deux. Les acteurs ne se contentaient pas de jouer ensemble. Ils survivaient ensemble. Les longues journées se transforment souvent en longues nuits. Il n'était pas rare de commencer à 8 heures du matin et de ne partir qu'à 6 heures le lendemain. Al Linden et ses covedettes ne tournaient pas seulement une sitcom. Ils ont fait des efforts que la plupart des productions n'auraient pas osé faire. Grâce à tout cela, Linden a tissé de véritables liens. Son lien avec Abe Vigoda était un lien de respect d'abord, et d'amitié ensuite. Vigoda avait une réputation. Les gens d'Hollywood pensaient qu'il était difficile de travailler avec lui, le qualifiant même d'emmerdeur dans les coulisses. Il pouvait être têtu, surtout lorsqu'il s'agissait d'argent. À un moment donné, il s'est complètement éloigné de la série, mais Linden ne lui a jamais tourné le dos. Même lorsque les choses se sont tendues, il est resté aux côtés de Vigoda. Avec Ron Glass, le lien s'est construit sur quelque chose de différent, l'endurance. Ils ont tous deux ressenti le poids de ces journées de travail interminables. Glass parlera plus tard de la brutalité de la situation, mais aussi de la façon dont elle les a rapprochés. Linden respectait profondément Glass, en particulier pour son sens du timing et son calme sous pression. Ils étaient peut-être épuisés, mais ils partageaient quelque chose qui ne s'est jamais estompé. Puis vint le chapitre le plus difficile. Jack Sue, qui jouait le sergent à l'esprit sec connu pour son café horrible, est tombé malade au cours de la 4e saison. Le cancer. Même si son état de santé s'est dégradé, il a continué à se montrer. Il n'a manqué que quelques épisodes, continuant à faire rire, même s'il était visiblement malade. Son dernier moment à l'écran a eu lieu dans un épisode intitulé The Vandal. Juste avant une grave intervention chirurgicale, Sue a fait une blague en disant que c'était son café qui posait problème. Ce moment en dit long sur lui. Il n'a jamais cessé de jouer le rôle. Sa mort a frappé tout le monde de plein fouet. Les acteurs ne voulaient pas tourner la page. Au lieu de cela, ils ont filmé un hommage, past scenario. Pas de jeu d'acteur, juste des souvenirs. À la fin, ils ont levé leur tasse de café en silence. Ce simple geste en dit plus long que tous les mots. Mais le chagrin n'était pas le seul stress auquel ils étaient confrontés. Danny Arnold, le créateur de la série, exigeait la perfection. Il ne se souciait pas du temps que cela prenait. La plupart des sitcoms s'enregistrent en une journée. Arnold les tirait en 2, poussant souvent la deuxième journée à 16 heures ou plus. Les scènes étaient constamment réécrites. Parfois, il commençait à tourner sans savoir comment l'épisode se terminerait. Une fois, ils ont commencé la production avec seulement 6 pages de scénario. Les dirigeants étaient furieux. La série dépassait constamment le budget prévu. Arnold ne laissait même pas les gens de la chaîne venir sur le plateau. Et même lorsque sa santé s'est détériorée, il a eu une crise cardiaque pendant la durée de la série. Il a continué à pousser dans la même direction. Il était impossible de travailler avec lui. Mais sans lui, Barney Miller n'aurait pas été ce qu'elle a été. Et pourtant, malgré le chaos, les acteurs sont restés soudés. Ron Glass a dit un jour en plaisantant qu'il fallait 3 jours pour se remettre des 4 jours de travail. Pour rester sain d'esprit, ils ont inventé des rituels, des jeux de cartes pendant les retards, des repas partagés lorsque les épisodes se terminaient enfin.
Max Gale apportait parfois de la nourriture de chez lui pour aider tout le monde à tenir pendant les longues nuits. Lyndon et lui étaient les seuls à bénéficier du générique de début, et ils prenaient souvent l'initiative de maintenir le moral des troupes. En 1982, Hal Lyndon était en pleine forme après 7 années de succès dans le rôle du capitaine Barney Miller. Lorsque les créateurs d'une nouvelle série médicale intitulée Saint Elsewhere lui ont offert le rôle principal du docteur, Donald Westfall, cela semblait être la prochaine étape parfaite. Mais Hal Lyndon n'a même pas lu le scénario. Il a tout de suite dit non. Il n'a pas rencontré les producteurs, n'a pas posé de questions. Il a simplement refusé. Après des années de travail ininterrompu, il se sentait épuisé et avait besoin d'une pause pour échapper à la pression de la télévision hebdomadaire. Cette décision rapide a tout changé. Le rôle a été confié à Ed Flanders, qui a été nommé 3 fois aux Emmy Awards et a contribué à faire de la série un succès. Saint Elsewhere est devenue l'une des séries les plus discutées de la décennie, lançant la carrière de jeunes acteurs comme Denzel Washington et Howie Mandel. Avec le recul, Lyndon admet qu'il est peut-être passé à côté de quelque chose d'énorme, mais il est resté fidèle à son choix. À ce moment de sa vie, le repos comptait plus que la célébrité. Après s'être éloigné de la télévision pendant un certain temps, Lyndon a tenté de faire son retour. Il était impatient de trouver quelque chose qui pourrait égaler le succès de Barney Miller, mais rien n'a collé. En 1986, il joue dans Black's Magic, un magicien qui résout des crimes avec son père escroc, joué par Harry Morgan. L'idée était amusante, mais elle n'a pas eu de succès. La série a disparu après 13 épisodes. Il a réessayé en 1992 avec Jack's Place, où il jouait un musicien de jazz à la tête d'un restaurant confortable rempli d'invités excentriques. Cette série n'a duré que 18 épisodes. 2 ans plus tard, il retint sa chance avec The Boys Are Back, mais c'est la même histoire, une courte durée, de faibles taux d'audience et une annulation prématurée. Pendant près de 10 ans, Lyndon a continué à chercher le bon projet, mais la télévision avait changé et la magie n'était tout simplement pas au rendez-vous. Malgré ses déceptions, il n'a jamais renoncé à se produire. La scène a toujours été sa maison. En 2002, à l'âge de 71 ans, il est revenu à Broadway après plus de 30 ans d'absence. Il a joué le rôle de Herr Schultz dans Cabaret, apportant chaleur et profondeur à un homme tranquille qui tente de trouver l'amour, alors que le monde autour de lui s'assombrit. Les critiques ont adoré sa performance. Cela a rappelé aux gens que le talent de Lyndon ne s'était pas estompé et il a continué à jouer. En 2024, à l'âge de 93 ans, il a joué dans The Journals of Adam and Eve, aux côtés de Sally Struthers. La pièce explore l'amour, le vieillissement et les liens, et Lyndon montre qu'il peut encore tenir un public avec aisance. Même dans sa 10e décennie, il était vif, drôle et profondément humain sur scène. Sa carrière cinématographique n'a pas été aussi importante, mais il a tout de même tenu quelques rôles marquants. En 1997, il rejoint Walter et Jack Lemmon dans Out to Sea, où il incarne un charmant animateur de danse sur un bateau de croisière. C'était un film amusant et léger, et Lyndon s'intégrait parfaitement aux légendes de la comédie. Puis, en 2023, il est apparu dans le film de Netflix You People, une histoire moderne sur la famille, l'identité et la culture. Il y joue le rôle de Mr. Greenwald, un petit rôle, mais qui montre que Lyndon est toujours prêt à participer à des histoires modernes et audacieuses, toujours prêt à se montrer et à apporter sa contribution. La musique a toujours fait partie de la vie de Lyndon. Et en 2011, il a enfin sorti son premier album. Il avait 80 ans, intitulé It's Never Too Late. L'album était en préparation depuis les années 1980, mais ne cessait d'être retardé. Lorsqu'il est enfin sorti, il comprenait des standards de jazz et des sons de big band, avec la voix suave de Lyndon au premier plan. Il a ensuite donné des concerts, parfois jusqu'à 28 par an, en particulier en Floride. Le public l'adore. Le titre de l'album en dit long. Il n'avait pas fini. À travers tout cela,
Une constante dans sa vie était sa femme, Frances. Ils se sont rencontrés en 1955 lors d'une production théâtrale estivale et se sont mariés 3 ans plus tard. Leur mariage a duré 52 ans, bien que Lyndon l'ait qualifié d'orageux. Pourtant, il pensait que les moments difficiles ne faisaient que les rendre plus forts. Frances avait été danseuse, mais elle a abandonné sa carrière pour élever leurs 4 enfants et soutenir Lyndon pendant des années de travail instable. Avant Barney Miller, il a passé une dizaine d'années à travailler comme doublure. C'était frustrant et incertain, mais Frances est restée à ses côtés. Lorsqu'elle est décédée en 2010 à l'âge de 82 ans, Lyndon a perdu son plus grand soutien. Il parlait souvent d'elle avec une profonde admiration et disait de leur long mariage qu'il était l'un de ceux dont il était le plus fier. Il n'était pas facile d'élever 4 enfants tout en tournant une émission de télévision à succès. Pendant les années Barney Miller, Lyndon travaillait de longues journées, de 12 à 14 heures d'affilée. Cela signifiait qu'il manquait des pièces de théâtre à l'école, des dîners en famille et des anniversaires. Il essayait d'être là quand il le pouvait, mais le travail l'éloignait constamment. Il a néanmoins veillé à rester en contact et ses enfants, Nora, Ian, Jennifer et Amelia, sont restés proches. Il a plaisanté un jour en disant qu'il lui parlait encore et l'invitait même à leur rendre visite. Ce qui signifie qu'il a dû faire quelque chose de bien. Le choix de la télévision plutôt que de Broadway a changé le cours de sa carrière. Et il a admis que cette décision avait été prise rapidement, sans se rendre compte de l'impact qu'elle aurait sur leur vie. Né Harold Lipschitz dans le Bronx en 1931, Lyndon est issu d'une famille d'immigrants juifs. Son père était un sioniste passionné qui a contribué à la création d'une patrie juive. Ce profond bagage culturel a influencé la façon dont Lyndon a abordé la vie et le métier d'acteur. Son personnage le plus célèbre, le capitaine Barney Miller, reflète cette influence. Sage, just, calm, sous pression, même en dehors de l'écran. Lyndon est resté impliqué dans les causes juives depuis 1997. Il est que le porte-parole du Fonds national juif et fait des dons à des projets israéliens en l'honneur de ses parents. Pour lui, il ne s'agit pas de politique. C'était une question d'histoire, de famille et d'identité. Ron Glass avait un charme discret qui ne quittait pas les gens. Hal Lyndon, qui a travaillé en étroite collaboration avec lui sur Barney Miller, s'en souvient avec un mélange de fierté et de tristesse. Ron Glass est décédé en 2016 à l'âge de 71 ans. Il avait joué le rôle de l'inspecteur Ron Harris, un personnage lisse, intelligent et parfois sarcastique, qui travaillait toujours sur un roman intitulé Blood on the Badge, du sang sur l'insigne. Les gens ont apprécié la façon dont il a ajouté un sens de la sophistication au rôle. Il n'était ni bruyant ni tape à l'œil. Il était simplement très réfléchi. Après Barney Miller, Glass a surpris tout le monde en apparaissant dans un rôle totalement différent. Il devient Shepherd Book dans Firefly, une série de science-fiction qui fait l'objet d'un véritable culte. Sa présence calme et mystérieuse lui a valu d'être à nouveau aimé par les fans. Même si Firefly a été de courte durée, elle a eu un impact, surtout lorsque l'histoire s'est poursuivie dans le film Serenity. En dehors de ses activités d'acteur, Glass était un homme discret et doux. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il a également fait des voix pour des dessins animés, comme Rugrats, où il jouait le rôle de Randy Carmichael. Il passait facilement de la comédie au drame et à l'animation sans jamais perdre son style calme et posé. Abe Vigoda, quant à lui, s'est retrouvé mêlé à l'une des blagues les plus étranges d'Hollywood. En 1982, le magazine People a accidentellement annoncé sa mort. Ce n'était pas le cas. Il était en fait vivant et jouait dans une pièce de théâtre à Calgary. Au lieu de s'énerver, Vigoda s'est laissé aller à la plaisanterie. Il a posé pour des photos en faisant du jogging dans la rue, juste pour prouver qu'il respirait encore. Des années plus tard, une chaîne de télévision a répété l'erreur, ce qui n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Il a même posé dans un cercueil en tenant le magazine qui l'avait tué. Un site web a fini par voir le jour pour savoir s'il était vivant ou non. Il est resté en ligne pendant des années, jusqu'à ce qu'il décède vraiment en 2016.
à l'âge de 24 ans. Malgré tout, il rit à it comme tout le monde. Ce genre d'humour le rendait encore plus sympathique. Max Gale a suivi un chemin différent. Après Barney Miller, il n'a pas disparu ni ralenti. Au contraire, il a évolué vers des rôles plus profonds et plus émotionnels. En 2018, à l'âge de 75 ans, il a rejoint General Hospital dans le rôle de Mike Corbin, un père souffrant d'Alzheimer. Le rôle n'était pas facile, mais Gale l'a assumé avec tant de soin et d'honnêteté qu'il lui a valu un Daytime Emmy. Les fans et les critiques ont été émus par son authenticité. Avant de cela, les gens se souvenaient de lui comme Wojo, le policier bien intentionné mais parfois naïf de Barney Miller. À l'époque, il avait déjà été nommé pour 2 Emmy. Aujourd'hui, des décennies plus tard, il accomplit certaines de ses meilleures prestations. Hal Linden dit souvent que Gale était le cœur de la série tandis qu'il en était de la tête. Ils apparaissent encore ensemble lors de conventions, partageant leurs souvenirs et leur respect mutuel. La carrière de Gale ne s'est jamais inscrite dans un moule unique. Il a joué dans toutes sortes de séries, de Mad Men à Walker, Texas Ranger. Quel que soit le rôle, il apportait profondeur et sincérité à l'écran. Steve Landesberg avait une présence bien à lui. Dans Barney Miller, il jouait l'inspecteur Dietrich, le type qui avait toujours une réponse scientifique ou philosophique. Il était intelligent, presque trop intelligent, et c'est ce qui le rendait si mémorable. Mais dans la vraie vie, Landesberg a admis qu'il ne ressemblait pas beaucoup à Dietrich. « Je ne lis rien de tout cela », a-t-il dit un jour en riant. Pourtant, il réussissait si bien à faire fonctionner le jeu qu'il était facile de croire qu'il était aussi intelligent. Il est décédé en 2010 et Linden parle encore de lui avec tendresse, se souvenant qu'il s'était d'abord présenté comme un faux prêtre, vendant des bibles volées avant d'être ramené comme un habitué. L'histoire de Gregory Sierra est différente. Il a joué le rôle de Chano dans les premières saisons, et lorsque la série a démarré, il était en fait le plus grand nom de la distribution. Mais il y avait des tensions entre lui et Linden. Sierra avait déjà prévu un autre spectacle, ce qui a peut-être compliqué les choses. Linden dit qu'il n'a jamais eu de problème avec Sierra, mais qu'il pouvait voir que Sierra avait un problème avec lui. Malgré cela, la performance de Sierra a eu un impact. Originaire de Spanish Harlem, il est devenu acteur presque par hasard. Ce n'est même pas lui qui a passé l'audition. Il était juste là pour soutenir un ami. Mais il a fini par être accepté. Il est décédé en 2021 après avoir lutté contre le cancer.